Hey, bonjour, petite mise en contexte avant le début du podcast. Si vous n'avez pas écouté celui de la semaine dernière sur le coronavirus, juste pour vous rappeler que le podcast aujourd'hui qu'on publie a été enregistré il y a déjà 2 semaines. Donc il y a des choses qui ont changé quelque peu. Et le podcast qu'on a publié la semaine dernière sur le coronavirus, ça a vraiment bougé aussi. Là, la ville qui a pris des mesures, la province qui a pris des mesures. Et on vous rappelle qu'à la ville, pas mal tout est fermé. Là. Il y a le centre civique qui va être ouvert à la réception pour les gens qui voudraient aller payer des comptes ou autres. Et si vous avez des urgences pour d'autres départements, il va falloir passer à travers d'un screening. Si vous voulez parler à quelqu'un d'un autre département, mais cependant, la meilleure façon, ça reste toujours de téléphoner à la ville. Et aussi, un petit rappel là, pour les gens qui prennent pas encore ça trop au sérieux, parce qu'on n'a pas de cas de déclarer à Kapuskasing. On vous rappelle de, s'il vous plaît, garder les distances, lavez vos mains, toussez dans le creux de vos bras. Si vous revenez de voyage, restez chez vous. Et si vous êtes en isolation, là, retrouvez-vous pas en public. Donc, essayez de respecter le confinement à la maison. Ensuite, vérifiez si vos voisins, vos proches ont besoin d'appui. Et si jamais vous faites de la fièvre ou vous avez des problèmes respiratoires, des problèmes de toux, il faut appeler Télésanté 1-866-797-0000. Faut surtout pas se présenter à l'urgence. Donc, je vous laisse avec le podcast. Bonne semaine. Épisode numéro 27. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait qu'on est parti pour 3 heures. Julien Seb qui vous accueille pour la première fois en 2020 pour un podcast. On a pris un break de Noël un petit peu plus long. Noël a duré longtemps pour nous autres. Wow, ça fait combien de temps, Julien? Ça fait comme 3 mois au moins. Mois de novembre, décembre, janvier, février. Ouais, 4 mois. Wow. C'est un plaisir. Je sais pas si je vais être capable. J'espère que c'est comme conduire une bicyclette, qu'on est capable de juste rembarquer puis... j'ai pris une bicyclette pour la première fois en comme une couple d'années, là peut-être 2-3 ans, là, ça faisait vraiment longtemps, puis je suis plus capable de pédaler sans les mains. Sans les mains, ok, ouais. J'ai toujours eu de la misère avec ça, fait que... Non, je suis vraiment excité d'être ici aujourd'hui et de recommencer ça. Je dois dire, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé si on était pour continuer nos podcasts. Ma réponse à ça, c'est peut-être. Puis là, on est ici aujourd'hui. Donc, maintenant, ma réponse va être oui. On continue le podcast. On n'avait pas le choix. J'étais en train de repasser. Attends un petit peu, on va ouvrir notre bière. Oh, là. C'est vrai, on oublie... Tu vois, c'est ça, on oublie les traditions déjà. On oublie. Ouais, là, je commençais à être à sec un peu. Donc, la bière que je t'ai apportée, Julien, aujourd'hui, c'est une full-time IPA, puisqu'on va recommencer full-time le podcast. Et puis, celle-là, je l'aime bien, je l'achète pas si souvent que ça parce que 6,7%. Ouais, exactement. Ouais. Toi, Naughty Neighbor. Ouais, Naughty Neighbor, c'est une qu'on avait déjà essayé dans le podcast, mais c'est une de mes préférées. C'est une American Pale Ale. Donc, un cheers à notre retour. Cheers. Oh, fais ça vite. Hey boy. Tu l'as-tu brassé avant? Non. Hey boy, là, il y a quelqu'un qui sera pas content. C'est correct. Y a-tu du vernis sur la table? C'est parfait. C'est excellent. Hey, Festibière, on est en plein milieu de l'organisation de ça, là. Et c'est le deuxième Festibière qui va avoir lieu cet été. Je pense que ça a changé de date en plus. Hein? Ouais, 21 et 22 août. On voulait donner la chance aux étudiants de pouvoir venir. J'aimais bien l'automne parce que ça fait différent. Il y a moins de choses à part de la chasse. Mais ça fait une bonne transition entre les festivals puis la chasse. Mais on voulait donner la chance là, aux étudiants de pouvoir venir. Donc 21 et 22 août. Le dernier party avant qu'ils quittent, là. C'est ça que ça va être, là. Et il y a beaucoup de choses pas qui vont changer, mais qui vont être améliorées. Entre autres, on grossit cette année, là, la capacité va augmenter de beaucoup. Changez-vous d'emplacement ou? On change d'emplacement, on prend une plus grande tente. Oui. On a un plus gros budget. Le budget, il est pas le double, mais presque. Le budget pour les bands est
plus de 4 fois plus élevé. Quoi? Ouais, on a... Go big or go home? Je peux pas annoncer encore, c'est pas tout signé, puis je vais laisser l'annonce sur la page du Festibiaire se faire en premier. Mais moi, je suis excité du line-up. Ouais, hein? Ouais. Donc, vous avez comme une bonne idée, ça va être quoi le line-up, là? Ah ouais, on a un bon mix de local et d'artistes... Connus, là? Comme c'est pas, tu sais, ça sera pas un artiste à 500 000, c'est certain. Ben non. Puis ça sera pas non plus un artiste à 100 000, mais on a 2 artistes, entre autres, que je suis vraiment excité qu'on aille. Ouais. C'est des artistes émergents, mais qui sont quand même assez... qui ont eu beaucoup de gros stages ouais, hein? dans la dernière année. Wow. Puis, c'est-tu de la musique qui va swinger? C'est-tu de la musique... Là, on a un mix de beaucoup de choses, mais tu sais comment que le Festibiaire, l'année passée, on avait une petite tangente vers le New Country. Oui. Puis ça, c'est quelque chose qui a pas tant de festivals qui font... C'est vrai. Comme dernièrement, il y a eu le Stars and Thunder, il y a 2 ans, il y avait eu Keith Urban, mais à part de ça, il n'y a pas beaucoup de New Country, puis c'est quelque chose qui pogne beaucoup. Donc, c'est la seule chose que je vais te dire. Je pense qu'on est mieux d'arrêter de parler du Festibiaire. Puis, fait que là, la variété de bières l'année passée, moi, j'ai vraiment apprécié ça. Comme les gens savent, je suis un amateur de bière. Donc, est-ce qu'on s'enligne encore une fois vers... les mêmes genres de brasseurs, c'est-à-dire, est-ce qu'on va aller essayer d'en trouver des nouveaux? Aviez-vous vos préférés que vous voulez absolument qu'ils reviennent nous présenter leur nouvelle bière, leur nouvelle création? Ben, c'est certain que tu penses à des brasseries comme celle-là de Marc-André. Oui. C'est quelque chose de très... qui avait été très apprécié. Ça a été le meilleur vendeur l'année dernière et tout le monde connaît Marc-André. Oui. Donc ça, c'est quelque chose qu'on aimerait revoir. Ça, c'est certain. Mais on ne veut pas avoir toutes les mêmes brasseries non plus. Ouais. Donc, on veut aller chercher une diversité, mais il y a certains brasseurs là, qui vont revenir, mais ils ne sont pas encore tous confirmés non plus. Là. Puis même format. Dans le fond, on achète... nos billets, on a un verre, on a des billets pour essayer, puis après ça, on achète les billets, les petits billets pour... À l'unité. Ouais, à l'unité, là. Oui, là, on va faire un petit changement dans les heures. Au lieu de finir à 8 heures, les brasseries, ça va finir à 9 heures. Oui. Pour laisser un petit peu plus de temps aux gens de pouvoir leur parler. Oui. Puis c'est ça. Cool. Faut vraiment qu'on arrête d'en parler parce que là, je veux pas me rendre trop loin. C'est ça. C'est bien, c'est excitant, par exemple. Oui. Oui. Puis en plus de ça, ben là, il y a aussi le 100e que je suis là-dessus. Pendant qu'on est dans un festival, là, je vais m'embarquer dans le 100e. Logo qui est en création présentement. Je peux l'annoncer tout de suite que le 8 avril, il va y avoir un événement pour le dévoilement du logo. Wow! Il y a déjà quand même... c'est dans un mois, certaines ça? choses, oui. L'annonce devrait se faire... quand le podcast va sortir, ça va peut-être être déjà fait. Là. Oui. Comme il reste quelques petits détails, mais à part de ça, c'est pas mal... les choses sont pas mal décidées. Donc là, ça va commencer à vraiment prendre forme. Quand on a une image pour un festival, on a un logo, les promotions qui vont en suivre. Donc, ça va vraiment susciter de l'intérêt puis créer de l'excitement autour de cette grande célébration-là. Oui, puis moi, j'ai tellement de... Comme il y a tellement d'idées qui ont été sorties, là, au début, ça a été un petit peu difficile de s'installer, je te dirais, parce que, tu sais, exemple, le Festibiaire, là. Bon, on était, moi, on était comme tous des chums, tu sais, moi, Jimmy, Joël, Sylvain Labelle. Après ça, il y avait Corey Oldford qui, cette année, n'est pas de retour dans l'organisation du Festibiaire, trop occupé. On le remplace par Darren Potvin cette année. Oui. Puis aussi Régis Bergeron qui a embarqué sur le comité. Lui, il était déjà dans le comité de la Saint-Jean aussi dans le passé. Donc, tu sais, on est tous du monde qui se connaissent, puis on avait un peu toute la même idée de comment on le voulait. Là, c'est tout du monde différent. Il y a Mark Stanley, James Croteau, Lénan Grezla, la femme à Ken Monoc. Ensuite, il y a Carmen Urba et là, il y a Tania Gino, les membres de la ville. Là, Tania Gino, Marc Clavel, Nathalie Mallette et Guylain Barry. Donc, c'était beaucoup d'idées différentes
C'est un melting pot là, de différentes personnes. Donc là, des différentes perspectives, des différentes idées. Oui. Puis là, ça prend forme. Par exemple, là, comme dans les prochains 2 mois, il va y avoir beaucoup, beaucoup d'avancements qui vont se faire. J'ai des bonnes idées que j'aimerais ça faire. Moi, qu'est-ce que j'ai dans ma tête comme idée pour le 100e? C'est d'avoir des choses qu'on va pouvoir garder pour des années d'après. Oui. C'est le fun de mettre de l'argent sur un band. Tu as des beaux moments, tu t'en rappelles longtemps. Mais si tu peux avoir des infrastructures que tu peux te resservir les années d'après, ton investissement est encore meilleur parce que tout le monde peut s'en resservir. Oui, puis c'est que ça demeure un leg de cette célébration-là aussi qui est vraiment le fun. Comme j'ai entendu parler un petit peu de tes idées, puis je les trouve vraiment bonnes. J'ai hâte de voir justement comment est-ce que vous allez dévoiler un petit peu les célébrations qu'on va avoir et puis au dernier pourparler, je pense que c'est quelque chose qui va s'étendre sur une année complète. Donc, allez-vous sortir un calendrier? Allez-vous comme un calendrier d'événements ou... Oui, on a envoyé d'ailleurs déjà, parce que pour nos activités, on va évidemment les mettre sur notre site web. Il va y avoir un site web pour le 100e, okay. cap100.ca. Et celui-là, on va le lancer là, sous peu. Oui. Donc là, il va y avoir des choses qui vont s'ajouter à ce calendrier-là des activités de la ville. Il va y avoir les activités des autres organismes. Donc, on leur a envoyé déjà un courriel à beaucoup d'organismes et d'entreprises pour savoir s'ils voulaient organiser des événements pour qu'on les ajoute à notre calendrier. Oui, OK. Puis pour nos activités, c'est certain que l'annonce, on va le planifier là, au courant de la prochaine année, des prochains mois. Quand on va faire les prochaines annonces, ça peut aller encore un peu plus loin, là, comme en septembre. Parce que si on regarde le 75e, je ne sais pas si toi, tu n'étais pas ici au 75e. Non. Donc, c'est l'année que Marc Clavel a commencé à travailler à la ville. OK. Et lui, il était dans les comités pour le 75e, puis ils ont commencé à avoir leur premier meeting au mois de septembre de l'année d'avant. Ouais. Comme en septembre qui s'en vient, ça aurait été là que ça aurait commencé l'organisation pour l'année d'après. Donc, on est quand même, nous autres, on a commencé 1 an avant. Ouais. On a commencé en septembre. Ouais. Donc, on a pris un peu de temps à s'installer parce que ça presse moins un petit peu, mais là, les choses vont s'enchaîner. Puis je pense qu'en septembre, on va être bon pour commencer à annoncer des belles choses. Oui, excellent. Puis en même temps, il va falloir commencer à planifier aussi notre célébration qui va remplacer le Lumberjack pour cette année. Mm-hmm. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a eu quelques rencontres pour discuter un petit peu de qu'est-ce qu'on aimerait voir, mais il n'y a rien qui a été vraiment concrétisé encore. Donc ça, c'est un autre festival qu'il va falloir, peut-être pas un festival, mais une fête qu'il va falloir regarder. Ouais. Ça aussi, ça va s'en venir assez rapidement. Là. Je sais que Tania a commencé un petit peu à travailler dessus, mais c'est pas quelque chose que je suis autant proche là, parce que le 100e prend... Le 100e et le festibiaire vont me prendre plus de temps. Oui, quand tu commences à penser à ça, il y a des belles choses là, qui s'en viennent. La neige, elle va commencer à fondre bientôt. Puis il va falloir commencer à préparer le terrain. Oui, la prochaine chose qu'on va savoir, c'est qu'on va être en plein mois de festival. C'est bien, c'est excitant ça. Puis on va rechercher beaucoup de bénévoles aussi pour s'il y a des gens qui veulent s'impliquer. On va avoir, entre autres pour le 100e, beaucoup de sous-comités. Il va y avoir de la place à s'impliquer. S'il y en a qui veulent aider juste pour les préparations physiquement, là, à aider à monter des choses, aider cet été à... S'il y a des choses à faire dans le parc ou des choses comme ça, qui veulent faire du bénévolat là, ou s'impliquer dans les sous-comités, il va y avoir de la place en mars. Oui. Moi, je vais te dire, par rapport à des volontaires, c'est toujours un défi d'essayer de recruter des volontaires, mais je demeure impressionné à tous les fois que des gens s'impliquent pour la première fois, puis ils réalisent ce qu'ils sont capables de réaliser avec soit des tournois, des événements, des danses. C'est incroyable qu'est-ce que les gens qui s'y mettent sont capables d'accomplir. Puis la preuve, c'est le festibiaire l'année passée. Puis on a bien hâte de voir qu'est-ce que ça va être encore cette année. Mais même ce soir, pendant qu'on enregistre, il y a la soirée des femmes qui va se passer au Centre des loisirs. On va avoir probablement 100 à 125 femmes qui vont se réunir à Capus Casing pour
célébrer les succès qu'ils vivent. Puis cet événement-là a commencé, je te dirais, peut-être là, 4-5 ans. Puis ça fait juste grossir et grossir. Puis tout le monde en parle de cet événement-là. Comment impressionnant, puis c'est le fun pour eux. Donc, par rapport aux volontaires, justement, faut pas avoir peur de mettre le pied dans l'eau un petit peu, puis de participer, puis d'apporter du sien. Des fois, il y a un petit peu d'intimidation où est-ce que les gens pensent « je sais pas quoi faire, je sais pas comment le faire ». Puis des fois, c'est juste une chose ou une rencontre qui va te faire déclencher sur OK, là, je sais c'est quoi je vais faire ça. Puis après ça, un coup que c'est fait, ben là, t'es vraiment fier, puis t'es le crime, j'ai réussi à accomplir. Ben, c'est que tu réalises que, tu peux accomplir des super grandes choses juste un pas à la fois. Mm-hmm. Juste commencer à t'impliquer, puis après ça, tu t'entoures de gens qui pensent comme toi, qui veulent qui ont la même vision que toi, qui ont le même objectif. Puis c'est vraiment là que tu vois que c'est à nous autres à former les événements qu'on veut voir et puis que créer justement l'ambiance qu'on veut dans notre communauté et dans notre ville. Donc, j'espère justement que les gens un peu plus jeunes, à cause souvent on voit les mêmes volontaires, événement après événement après événement. On se fie beaucoup au Club Rotary, on se fie au Chevalier de Colomb, on se fie à ces genres d'organisations-là pour trouver des volontaires, mais on est capable, les gens de notre âge, de s'investir un petit peu plus puis de vraiment mettre la main sur qu'est-ce qu'on veut voir et puis qu'est-ce qu'on veut développer dans notre ville. Oui, puis on parlait justement... parce qu'on a commencé à travailler sur le plan stratégique. Oui. C'était il y a... Une semaine et on avait mentionné qu'on avait beaucoup de bénévoles. Puis tu regardes les événements qui se passent, puis oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de bénévoles, mais justement, on voit souvent les mêmes. Tu sais, le BD, par exemple, ça a été une grande réussite. Rotary qui s'est impliqué encore. Après ça, si on pense aux événements, ben, tu sais, Saint-Jean, Festibière, ça, c'est des endroits où quand même on a des bénévoles, mais tu sais, c'est quand même limité. Le Festibière, l'année dernière, on a tout fait, on a été maximum 10 là, avec toutes les autres personnes qui sont venues se greffer pendant la fin de semaine pour aider puis donner de leur temps. Donc, on n'était quand même pas tant que ça. Puis ça prendrait une centaine de nouveaux bénévoles. Oui, puis à un moment donné, c'est la municipalité, c'est justement sur ça qu'on se penche. C'est comment est-ce qu'on peut jouer un rôle plus actif pour recruter des bénévoles, pour inciter les gens à participer. Puis quand on voit notre population qui est en décroissance, on voit les ressources financières qui sont de moins en moins disponibles ou les revenus de la ville sont de moins en moins gros pour investir. L'aspect volontaire dans notre ville et puis l'implication des volontaires devient de plus en plus importante. Donc, si on veut avoir des événements, ça prend des volontaires pour être capable de les organiser. Puis, je fais juste me répéter encore, mais c'est incroyable de voir qu'est-ce qu'on réussit à accomplir quand on s'y met. Et puis, moi, dans les sports, je le vois. Toi, dans les événements sociaux, tu le vois aussi. Donc, je sais que c'était un sujet très, très important puis on a jeté un regard très important, c'est-à-dire sur l'aspect des volontaires, puis qu'est-ce qu'on va faire, puis quelle place que ça va prendre dans notre plan stratégique pour les 3 prochaines années. Je pense que je l'ai mentionné aussi pendant la soirée, là, mais il faut avoir des choses qui intéressent les certaines démographies. Comme moi, quand je suis arrivé ici, là, il y avait beaucoup de bazar, il y avait beaucoup... Comme je sais pas, quelque chose, c'est pas pour rien enlever au bazar, tu sais, ça a leur clientèle. Oui. Mais sauf que moi, je suis pas une clientèle de bazar, là. Fait que j'ai pas envie d'aller donner du bénévolat à faire ça. Mais il y a tellement d'autres choses que je peux faire, comme là, justement le Festibière, que c'est quelque chose que je suis heureux de donner mon temps. Donc, je pense qu'il faut juste cibler les tranches d'âge, cibler c'est quoi qu'eux autres veulent, puis les encadrer dans tout ça. Oui, mais puis c'est un peu ça, comme on se demande, c'est quoi Capuscasing? C'est quoi les tranches d'âge? C'est quoi notre démographie? C'est quoi qu'on doit apporter de nouveau? Puis c'est ça qui est intéressant avec le conseil qu'on a présentement, de faire l'exercice de regarder le plan stratégique. On arrive tout avec une nouvelle perspective. Une perspective, je pense qu'il n'a pas été présent à la table du conseil depuis un moment, puis c'est pas pour dénigrer aucunement le travail qui a été fait avant, mais là, on arrive tout avec un désir
de vouloir changer des petites choses un petit peu, puis de peut-être s'investir différemment dans le développement. Tout un peu, sans avoir les mêmes idées de qu'est-ce qu'on va apporter, on a toute la même vision sur comment se rendre à notre point d'arrivée. Oui. Puis je pense que ça, peut-être, c'est ça qui détonne le plus entre les anciens membres du conseil et les nouveaux. Je pense que nous, un plan stratégique, on voit plus de valeur à ça, peut-être que... Oui, mais c'est quoi? Je suis sûr que les gens qui nous entendent présentement et qui entendent le mot plan stratégique, c'est comme, ben oui. Un plan stratégique. Je me rappelle le dernier plan stratégique qui est sorti. Puis, je pense que l'approche qu'on a eue de différent, c'est d'essayer de simplifier notre plan stratégique et puis d'avoir des objectifs plus concrets au lieu d'en avoir 10, 20, 30. On va redéfinir plus concrètement c'est quoi notre vision, c'est quoi notre destination qu'on se fixe pour les 5-10 prochaines années, puis de commencer à prendre des actions concrètes envers l'atteinte de ces objectifs-là ou d'atteindre la destination. Puis nos décisions devraient toujours être basées sur cette destination-là. Puis j'ai trouvé tellement que l'exercice de... on a fait un sondage, il a fallu qu'on pense quand même, puis c'est tout le temps quelque chose qui amène à penser, à faire des plans stratégiques. Mais là, si on reprend du début de quand on a commencé notre mandat, terme, ouais. Au début, tu apprends beaucoup. Tu sais comment ça fonctionne à la ville, comment tu apprends tes dossiers, tu apprends... Puis là, on a passé l'étape où on apprend. Ben, on apprend encore toujours, mais je veux dire, le principal de l'apprentissage est fait. Puis là, après ça, tu te dis, OK, c'est où que je m'en vais? Tu sais, si on n'avait pas mis, là, let's go, ça prend le plan stratégique. Là, je pense qu'on aurait juste continué à avancer sans avoir la même direction. Oui, exactement. Puis c'est de même que je le percevais moi aussi, c'est qu'on y va avec le vent, puis on flotte dans les airs, puis on se fait pousser sur un bord, on se fait pousser sur l'autre bord, on vole sur un bord, on vole sur l'autre bord. Puis c'est un petit peu... Pour moi, c'était comme un petit peu déconcertant de voir comme non, le temps se déroule tellement vite dans notre mandat. On est rendu à 1 an et demi quasiment déjà de passer. Et puis, à un moment donné, c'est que tu veux faire une différence. Comme la raison pourquoi on s'est impliqué, c'est pour faire une différence, mais tu ne peux pas le faire tout seul. Donc, ça prend un conseil qui vient ensemble pour déterminer c'est quoi nos objectifs qui vont être à l'image de la population qu'on représente, qui vont représenter les désirs qu'on pense de la population qu'on représente. Donc, c'est un exercice que long overdue, comme ils disent en anglais. Puis, tu sais, c'est pas parce qu'on n'avait pas de plan stratégique qu'on peut pas faire des belles choses. Mais je compare ça un peu comme rentrer dans un travail à shop, au moulin, sur la ligne de production. Tu sais, quand tu n'as pas de plan stratégique, là, tu rentres là, puis dans la journée, tu fais « je vais voir c'est quoi que je vais avoir cette journée-là, puis je vais aller à mon poste, je vais faire mon travail. » Puis, à la fin de la journée, as-tu une bonne journée? Oui. As-tu fait des bonnes choses? As-tu été productif? Oui. Mais sauf que, qu'est-ce qui va arriver dans 1 an? Ben là, tu sais pas, là, parce que tu le prends au jour le jour. Comparativement quand c'est plus le management qu'eux autres, il faut qu'il y ait l'objectif. Puis comme, c'est comme ça que je vois ça. Oui, non, mais c'est exactement ça. On rentrait pour faire beaucoup de jour le jour. Maintenant, comme une des choses qui n'était pas inquiétante, par exemple, là-dedans, c'est la qualité du staff qu'on a. Mm-hmm. Donc, pour nous, de faire le plan stratégique, évidemment, c'est pour être en mesure de prendre des décisions et puis donner de la direction claire et précise sur pourquoi qu'on prend les décisions qu'on prend, c'est pour se rendre où, puis voici le staff, la directive sur un certain sujet. Puis ça, c'est en ligne avec cet élément-là de notre plan stratégique. Donc, on n'avait pas ça, puis on ne l'a pas encore à cause du plan stratégique qui n'est pas terminé, l'exercice de le faire. Mais au moins, qu'est-ce qui était rassurant, c'est qu'on a un staff qui est jeune, qui est dynamique, puis qui cherche toujours à améliorer l'efficacité de ce qu'on fait. Donc, ça, c'est une des choses qui était une priorité qu'on conserve, c'est cet esprit-là puis ce dynamisme-là au sein des opérations de la ville.
C'est pas mal incroyable de voir les résultats qu'on obtient sans même avoir un plan stratégique. Donc là, imagine si on commence à définir des objectifs, puis on a ces gens-là qui sont déjà efficaces, qui sont déjà bons, qui sont déjà dynamiques, puis que là, ils ont un but précis, puis un objectif plus précis pour apporter notre communauté à une place que nous, on voit qu'on est capable de se rendre. Ça commence à être excitant. Là. Ouais. Moi, j'ai beaucoup d'espoir de fonder sur ce plan stratégique-là, puis sur les choses qu'on va pouvoir accomplir, puis les plus grands projets vers lesquels on va pouvoir s'enligner. Je suis vraiment... Oui. Oui, ça va venir, ça va demander du changement peut-être un petit peu à cause que on va apporter, je pense, des idées ou des visions qui ne sont pas présentement des priorités, mais il va y avoir des nouvelles priorités qu'on va mettre en place, ce qui va apporter probablement des nouveaux mandats au sein de notre équipe opérationnelle. Donc, j'ai hâte. Seb, parlant de nouveaux mandats, je ne sais pas si tu es prêt d'aller là, parce que moi, j'ai encore des choses... du conseil que je voudrais parler, mais aussi, toi, tu as du nouveau depuis le dernier podcast. Fait que, est-ce qu'on finit pour la ville, puis après ça, on saute là-dessus, ou bien on embarque dans tes nouveaux projets? Non, moi, je te dirais, comme mes nouveaux projets, je pense que les gens vont le découvrir, puis il y en a plusieurs qui le savent, mais l'objectif de notre podcast, évidemment, c'est de parler de notre communauté. Je te laisse finir avec notre communauté, puis à la toute fin, je vais juste rappeler aux gens c'est quoi mon nouveau poste. OK. Mais je voulais te toucher sur les évacuations. Oui. Parce que c'est quelque chose qui s'est passé beaucoup de choses dans le dernier mois, depuis le dernier podcast. Des choses qui ont fait parler. Puis, mais notre dernier podcast, c'était d'ailleurs... Il n'y aura pas d'évacuation. Pas d'évacuation. Ouais. On a dit non à une évacuation. Non, c'est pas vrai. On n'a pas dit non à une évacuation. On a mis des conditions. Oui. À notre évacuation. Petit rappel là, pour ceux-là, ceux qui n'ont pas écouté l'épisode 26. Donc, il y avait plusieurs choses en ville, plusieurs organisations, l'hôpital, la police, puis qui s'en ressentaient encore de la grosse évacuation qu'on avait eue, les 3 qu'on a eues en fait dans l'année, même les 4 avec une évacuation long terme qui se terminait. Donc, l'hôpital puis la police, entre autres, il était encore en train de se remettre des évacuations, puis c'était pas un bon moment pour en faire venir d'autres. Et là, depuis, on a eu beaucoup de meetings du comité d'évacuation. On essaie d'améliorer les choses pour être mieux préparés. Si on a 3 évacuations d'affilée, comment on va s'y prendre, comment on va faire pour avoir assez de staff, pour pas que ça engorge l'hôpital, pour pas qu'on manque de policiers. Donc, il y a eu beaucoup de choses. Je peux commencer peut-être avec ce qui s'en vient lundi. Tu ne le sais pas encore. Non. Donc, ça va passer au conseil. On va faire une recommandation. L'hôpital avait élaboré un plan pour essayer de diminuer les impacts sur l'hôpital des évacuations, qui est une clinique pour aider. On avait déjà des cliniques de soins primaires qui avaient des frais qui étaient déboursés, mais là, on veut monter une autre type de clinique avec des infirmières de Première Nation qui pourraient venir aider. Les autres, il y a beaucoup de choses à régler par rapport à ça, mais il y a un coût aussi qui est rattaché à ça, qui là, on n'a pas encore réussi à trouver. En fait, c'est qu'est-ce qu'on avait proposé lors de la dernière évacuation. Et là, il y avait une ouverture pour les différents paliers de gouvernement pour dire on va s'en charger, on va donner de l'argent pour ça. Et finalement, là, c'est encore en suspens. Donc là, je pense qu'en tant que président, la recommandation va être quoi, là? Ça va être que la ville prenne en frais les charges. Oui. Donc, c'est des frais de 14 000 $ par semaine pour l'option la moins coûteuse et la plus... avec quoi l'hôpital se sentirait à l'aise si on avait n'importe quel type d'évacuation, que ce soit des évacuations avec des cas plus graves que des évacuations normales. Puis là, qu'est-ce qu'on propose, c'est que la ville débourse 14 000 $ là par semaine. Oui. Donc là, on pourrait commencer à aligner nos flûtes. France, à l'hôpital, pourrait commencer à préparer qui va être là, elle trouverait son personnel et elle établirait la manière que ça fonctionne.
et elle saurait qu'il y aura un frais qui serait déboursé, donc elle pourrait être prête. Et là, on va continuer à travailler pendant ce temps-là, essayer de trouver quelqu'un, un palier de gouvernement ou un organisme qui va payer pour ça. Et sinon, on va continuer à travailler après l'évacuation pour essayer de se faire rembourser ces frais-là. Ben moi, je trouve ça super, puis je ne sais pas si les gens le savent, mais je fais partie justement du conseil d'administration de l'hôpital aussi. Donc, ça fait partie de mon mandat de conseiller. Je suis en charge du portfolio de la santé. Et puis, c'est justement, lors de notre dernière rencontre du CA, c'était un sujet de discussion qu'on a mis à l'agenda. Quelle était la position de l'hôpital face à nos services d'évacuation? Il y a une évacuation qui s'en vient dans 2 mois, même pas 2 mois maintenant. Donc, est-ce que l'hôpital était dans une position pour être en mesure d'accueillir? Et puis, évidemment, l'hôpital ne veut jamais dire non, mais l'hôpital prend un dur coup. Donc, si le financement qui avait été demandé à la province et au fédéral pour supporter justement à l'hôpital lors des évacuations n'était pas approuvé, si la municipalité serait d'accord de payer pour justement tout le staff additionnel qu'on aurait de besoin pour être capable de mieux desservir la communauté d'évacués qui s'en venaient ici en ville. Donc, c'est pour moi une super bonne nouvelle d'entendre que ça va être une des recommandations. Maintenant, ça reste à voir comment est-ce que les autres conseillers vont se sentir face à cette recommandation-là. Mais je pense que l'hôpital doit être très heureuse de savoir qu'on fait ce genre de recommandations-là. Puis, je sais que, tu sais, exemple, France veut pas trop demander, elle veut pas paraître pour l'organisme qui demande à la ville. Puis c'est vraiment... moi, c'est qu'est-ce que j'ai proposé. Donc, tu sais, ça vient de la ville mais plus c'est bien. que de l'hôpital. Là. Mais c'est bien à cause que c'est ça qui est difficile avec un hôpital dans une communauté comme la nôtre, c'est que elle a besoin du support financier du secteur économique, donc des employeurs et puis des organisations dans la ville. Il y a plusieurs personnes qui ne savent pas que l'équipement qu'on achète à un hôpital, mais c'est tout acheté avec les dons. Donc, une fondation, c'est très important pour un hôpital. Et puis, justement, on est dans le processus de créer une fondation pour l'hôpital Sensenbrenner. Donc, cette fondation-là, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va solliciter justement toutes les entreprises locales et régionales et puis les organisations de bienfaisance pour recueillir des dons, pour être en mesure de garder l'équipement qu'on a actuel et puis d'être en mesure d'offrir les soins qu'on mérite dans notre communauté. Donc, le service d'évacuation, aussi difficile que c'est pour eux et puis sur leur staff, c'est un service aussi qui apporte du revenu à notre économie, à notre municipalité. Donc, pour eux, mais ils sont toujours pris entre l'arbre et l'écosse de dire non, je ne suis plus capable d'en prendre, mais ils ne veulent pas dire non à cause qu'ils savent de c'est quoi l'impact économique de dire que c'est difficile sur eux. Donc, pour nous, de se rouler les manches à la municipalité puis de dire on va prendre notre responsabilité financière en main et puis on va justement intervenir pour aider à l'hôpital, je pense que c'est... Puis on a vu les revenus que ça apportait en ville, là, 7 millions au business, 1,5 million à la ville. C'est des revenus qui sont importants, qui permettent de maintenir du travail, qui c'est permettent incroyable. de réparer des routes, qui permettent d'avoir des projets d'infrastructure, qui permettent un centième qui va être à la hauteur des attentes des gens. Donc, tu sais, personnellement, les 2 choix de recommandations qui avaient été faits, c'était soit qu'on met tout de suite, au lieu d'attendre la dernière minute, là, quand on avait dit la dernière fois qu'il y a eu l'évacuation, on va la faire à ces conditions-là. Là, on avait le choix de proposer de mettre nos conditions tout de suite. Voir comme qu'on a fait la dernière fois. Oui, mais dire, là, ça va l'être encore, ces conditions-là, pour qu'on accepte les évacuations ou que la ville s'engage à payer. Et si on met des conditions puis on perd les évacuations, c'est des choses qui n'arriveront pas en ville. C'est des entreprises qui vont peut-être avoir plus de misère, qui vont engager moins de monde. Donc, je pense que c'est important puis que je suis convaincu que c'est la bonne décision à prendre.
Oui, complètement d'accord, moi aussi. C'est un revenu à protéger et puis faut jamais que ça soit au détriment des organisations qui nous desservent ici dans la communauté. Donc, c'est pour ça, si on prend de ce revenu-là et puis on le réinvestit dans nos organisations, dans l'infrastructure qui est utilisée aussi, ben c'est une bonne chose. Et deuxième chose sur les évacuations, ça fait encore plus parler, le contrat de catering pour les évacuations. Donc là, avant, là, 2 ans et plus, il y avait une personne qui s'occupait de tout. Et là, la ville a donné, il y a des snacks, qui est probablement la chose la plus rentable en termes de nourriture pour les évacuations, qui ont été donnés à trois personnes qui avaient montré de l'intérêt, 3 restaurants. Mm-hmm. Et là, eux se séparaient les snacks. Donc, ça, ils préparent des boîtes, ça se livre, je crois que c'est 2 ou 3 fois par jour. Là. Et ils reçoivent un montant pour préparer ces snacks-là et aller les livrer. Donc ça a été séparé pour le partager dans plusieurs entreprises pour pas que ça soit juste une entreprise qui en profite. Et là, cette année, qu'est-ce que le management avait apporté au comité d'évacuation? C'était d'essayer de séparer les repas principaux. Sauf que là, ça amenait qu'il fallait avoir plusieurs personnes dans la même cuisine, plusieurs entreprises, et ça amenait qu'il fallait payer un employé de la ville pour aller faire des inspections, s'assurer que entre chaque journée ou entre chaque repas, que tout avait été lavé comme il faut. Donc, ça amenait beaucoup de casse-tête, si on peut dire. Donc là, on avait dit, OK, on va inviter les restaurateurs qui sont intéressés de le faire à la même table et on va leur dire, est-ce que vous avez des choses à nous proposer pour que ça marche? Avez-vous un plan pour que ça fonctionne? Parce qu'il y a beaucoup de restaurateurs qui avaient de l'intérêt pour ça. Et là, finalement, quand on est arrivé à cette réunion-là, ça fait penser, je pense, les restaurateurs à essayer de trouver des méthodes. Puis ils sont tous arrivés là, puis 3 des restaurants, en fait, les restaurateurs qui n'avaient pas le contrat, ont tous dit, OK, ça peut pas marcher à plusieurs dans la même cuisine. Je pense que la meilleure solution, c'est celle comme on a fait l'année dernière. Donc là, d'avoir eu cette réunion-là, ça fait parler beaucoup. Ça fait... il y a plusieurs restaurateurs qui émettaient des concerns dans les années passées. Et là, ils se sont rendus compte que, OK, ben, je pense qu'on a la meilleure solution pour l'instant. Puis là, tout le monde est content. Donc, ça a pris du temps, mais au moins, ça s'est assuré que tout le monde était heureux avec ce qu'il y avait comme c'est là. Ben oui, puis c'est juste le fait de faire cet exercice-là. Ça démontre au moins qu'il y a de l'ouverture à essayer de partager les tâches et puis d'intégrer le plus d'entreprises possible dans le service d'évacuation. Mais comme c'est là, ça a l'air qu'on a un modèle qui fonctionne bien. Puis c'est un modèle aussi que je peux dire par rapport aux lettres qu'on a reçues, qui est très apprécié. Oui, parce que dans plusieurs communautés... Comme qui est livré présentement. Dans plusieurs communautés qui reçoivent des évacués, ils ont beaucoup de problèmes où ils ont... Comme c'est pas tout le monde qui est heureux avec comment les repas fonctionnent. Mais Julien, je vais te dire, pour avoir fait des voyages dans le sud un petit peu, j'ai vu la différence entre un all-inclusive à Cuba et un all-inclusive dans un autre pays. La qualité de la bouffe, c'est très important dans l'appréciation de la destination qu'on va. Puis surtout comment c'est servi aussi en plus de tout ça. Ben oui, tout. Donc, c'est-tu de la bouffe qu'on apprécie, la façon que c'est servi? Puis je pense que c'est une des choses qu'on a développées, c'est cette expertise-là. Puis notre clientèle a une grande appréciation pour notre façon de faire les choses. Donc, de savoir qu'on regarde toujours à l'améliorer, on regarde toujours à intégrer le plus d'entreprises possible dans le processus, mais qu'on semble avoir trouvé la bonne formule, puis qu'on va la conserver, mais tant mieux. Si tu regardes sur papier, comme tous les restaurateurs qui sont intéressés, il y en a un qui a eu beaucoup d'investissements, il y a tout l'équipement nécessaire, on n'a jamais eu vraiment de problème avec, il y a les employés nécessaires pour ça, puis après ça, il y a les autres restaurateurs qui, eux, n'ont pas le même équipement, puis là, tu sais, si tu dis, OK, ben là, toi, tu vas l'avoir, mais il faut que tu achètes l'équipement, comme... S'ils font l'investissement, puis après ça, on a des évacuations juste 2 semaines parce qu'on ne sait jamais comment on va en avoir. Ouais. Là, ils se ramassent dans un trou de plusieurs millions ou plusieurs centaines de mille de dollars.
comme ça va-tu faire fermer leur business, ça va-tu... Donc, je pense que on a un bon service de tous nos restaurateurs qui participent au service présentement. Ça va juste aller en s'améliorant, en fonctionnant de la manière dont ça fonctionne présentement. Ouais, puis moi, j'ai juste une question par rapport à ça. On a vu des chiffres. C'est la première fois qu'on voyait des chiffres en longtemps sur l'impact des évacuations, donc les investissements d'argent dans nos business locales. C'était quoi ce montant-là? Le revenu qui est généré par la municipalité. Donc, est-ce qu'on va avoir un rapport qui va sortir ou est-ce qu'il y a un rapport qui va être disponible pour ceux qui sont intéressés de voir cette information-là? Oui, bien justement, lundi, à cause qu'il y a on a approuvé les minutes du meeting d'avant, oui. Au meeting qu'on a eu cette semaine et au lundi au meeting de conseil. Là. En fait, le podcast va sortir après ce meeting de conseil-là. Donc, dans les minutes sur le site Internet, on va pouvoir voir le rapport. La seule chose qu'on n'a pas inclus dans le rapport, c'est les business séparément. C'est plus par catégorie de business. Puis la raison pour ça, puis c'est disponible, ces chiffres-là. Si quelqu'un veut avoir ces chiffres-là, il peut aller à la ville, faire une demande d'accès à l'information et on va donner ce rapport-là qui décrit toutes les business. Puis la raison pourquoi on ne l'a pas mis directement, c'est à cause que ça peut amener les gens à faire des commentaires sans avoir toutes les données et toutes les manières dont ça fonctionne. Donc là, en allant le demander à la ville, bien, ils vont pouvoir avoir toute l'information et les détails de ça directement. Mais n'importe quel citoyen qui va aller faire un tour à la ville pour demander ce rapport-là va avoir accès à quel business a fait combien. De la transparence! Exactement. C'est bien ça. Donc, bon. J'ai fait le tour des nouvelles informations que je voulais apporter sur les évacuations. Oui, c'est bien. Toi, Seb, nouveau défi, ça fait quand même depuis le mois de décembre. Oui, début décembre, je me suis joint à l'équipe du Collège Boréal. Donc, je représente la région de Hearst-Kapuskasing et puis Timmins en tant que gestionnaire de la formation sur mesure, donc service aux entreprises. Le Collège Boréal est reconnu évidemment pour tous ses programmes postsecondaires et puis de pré-apprentissage, d'apprentissage. Pour moi, qu'est-ce que je fais maintenant, c'est de rencontrer les entreprises, apprendre à connaître les besoins qu'ils ont au point de vue santé-sécurité, formation en santé-sécurité, mais aussi n'importe quelle formation qui permettrait à leur personnel d'améliorer leurs compétences. Donc, on sait que ça peut être soit au niveau corporatif, donc les logiciels qui sont utilisés à l'intérieur des entreprises. Des fois, des petites formations rendraient des gens plus compétents. Les gens plus compétents font des opérations plus efficaces. Opérations plus efficaces fait de la plus grande profitabilité. Donc, mon objectif, évidemment, c'est d'aider les entreprises dans certains de ces besoins-là. Puis l'autre chose aussi qui m'excite dans ce rôle-là, c'est l'opportunité, en développant les compétences des travailleurs, de les faire monter puis de progresser à l'intérieur de leur propre entreprise. Donc, recruter dans notre région, c'est très difficile. Retenir des gens, c'est très difficile aussi. Donc, l'importance maintenant de former son personnel pour s'assurer qu'il puisse progresser, qu'il ait un désir de rester dans une entreprise, puis qu'il voit qu'il y a des opportunités de progresser dans cette entreprise-là. Ça fait partie de mon nouveau mandat maintenant. Donc, de tous les entreprises de Hearst, Cap et Timmins, ils me partagent certains de leurs défis. Et puis, grâce à cette information-là, je suis capable d'organiser des formations pour 3, 4, 5 différentes entreprises d'une même industrie, puis descendre leur coût de formation en même temps. Là. C'est intéressant, ça. C'est comme il y a beaucoup d'opportunités, j'imagine, parce que il n'y avait pas quelqu'un de dédié à ça. Avant. Exactement ça. Puis ça revient un peu du plan stratégique du Collège Boréal, justement, qui veut jouer un rôle plus actif dans les communautés dans lesquelles ils sont présents pour, justement, développer les compétences. Donc, un collège, c'est reconnu pour souvent des écoles de métiers aussi. Et puis, on sait qu'on a un grand besoin au niveau des métiers ici dans le nord de l'Ontario. Donc, c'est vraiment excitant pour moi de pouvoir jouer ce rôle-là. Puis, justement, comme tu viens de dire, c'est un nouveau rôle au sein du Collège Boréal pour les campus de Hearst, Cap et Timmins. Intéressant. Oui. J'ai hâte de voir les résultats. Oui, les résultats, si on va avoir des chiffres à mettre là-dessus dans les prochaines années, là, pas seulement pour le nombre de cours ou de personnes qui ont assisté, mais pour les business qui vont avoir rempli des postes avec ça.
Oui, mais c'est exactement ça. Puis à tous les semaines, j'émets un rapport justement de les différentes entreprises que je rencontre et puis les différentes formations. Donc, dans un podcast futur, je serai en mesure de te donner des statistiques assez importantes sur justement le progrès qu'on voit à l'intérieur des industries qui sont présentes ici dans le nord de l'Ontario. J'ai hâte de voir ça. Yes! À la semaine prochaine. Cheers! Cheers!